Bonjour! J'espère que vous allez bien, hein? Ça fait quoi, 2 semaines, chérie, qu'on les a pas vus? On espère que vous allez bien. Ben oui, c'est vrai, on était où la semaine passée? On était ici, mais Ouais. on a des problèmes un petit peu de connexion. On a eu beaucoup de problèmes. Ici, l'Internet, c'est infernal. Voilà. Ouais, Donc, pas d'Internet, pas de vidéo. ouais, malheureusement. Fait que croisez vos doigts pour que celle-là, elle soit sortie samedi. Il y avait une grosse panne générale, en fait. Mais Ça, oui, ouais, ben ouais, oui, ben ouais. oui. Voilà. Donc, alors, excusez-nous. Et puis, on en a profité pour promener un petit peu. Oui, on a des belles photos à vous montrer. Surtout qu'on est parti 2 jours, hein? On est parti 2 jours. Donc, on est parti à Guadalajara. Oui. On a dormi une nuit à l'hôtel, puis on a fait un tour, donc on a fait une visite, on est allé voir Los Tres Portillos. Et Après ça, la tequila. une fabrique de tequila, et là on a fait une bonne dégustation. Là, on se disait, c'est tiki, là, toi. Et après ça, on est allé sur le bord du lac Chapala à Jéric. Oui, on était prendre un repas avec les... Qu'est-ce qui est le fun, être au Mexique? C'est de s'intégrer avec les Mexicains. Oui, ben oui, c'est Puis ça. on était les seuls Québécois, même si ça soit américain, on était avec des Mexicains. C'est Oui, ça oui. qui est le fun. On apprend leur culture, puis on se mêle avec eux autres. Hein? Voilà, on n'est pas dans des endroits où il y a beaucoup de tourisme, tu sais, comme à Playa del Carmen, tout ça, là. Ouais. Non, nous, on est vraiment dans les pueblos, et puis on vit à la mexicaine avec les Mexicains. Ouais. Et donc, après, à Ric, on est allé à Chapala, donc toujours sur le bord du lac Chapala. Alors, on a vraiment des belles images à vous montrer. Ça va être à la fin de cette vidéo, complètement à la fin. Toutes ces choses-là que nous avons vues et ces belles images du lac. Le lac de Chapala, c'est le plus grand lac du Mexique, Ouais. le 3e plus grand lac d'Amérique latine. Et on avait tout beau temps, belle météo, merveilleux. Là, on a des belles photos à vous montrer de... Oui, voilà. Et donc là, plusieurs samedis, hein? Oui, ben là, on va vous montrer cette journée-là. Puis le lendemain, donc c'est ça, le lendemain, on est allé visiter donc, le centre historique de Guadalajara. Et là, c'est très artistique. Donc là, je vais sûrement donc, vous faire une autre vidéo pour la semaine prochaine. Ouais. Et peut-être même aussi l'autre semaine après, qui serait vraiment spécifique sur les murales de Orozco. Oui. José Clemente Orozco, qui est un peintre muraliste. J'en avais parlé un petit peu, on en avait vu quelques-unes de ces murales lorsqu'on était à Mexico City. Oui. J'avais fait une vidéo aussi, à la fin d'une vidéo de samedi, on avait fait un spécial sur les murales de Diego Rivera. Et donc, j'en avais parlé aussi d'Orozco, on avait vu quelques-unes de ces murales. Mais c'est beau, c'est Des vraiment belles peintures beau, aussi. Ben, c'est ça, très artistique. Là, et donc, on était choyés cette journée-là. On était seuls avec la guide. Et la guide, donc c'était prévu une guide en anglais, puis finalement elle parlait français. Ben oui, hey, Voilà. alors, moi j'ai adoré parce que là je comprenais tout. Oui. Puis là je m'intégrais vraiment là, dans ce qu'elle disait. Là. Oui. Donc, vous allez voir, c'est Et merveilleux. on a fini donc à Tlaquepaque. Oui, Tlaquepaque. Tlaquepaque, Tlaquepaque. c'est une colonie dans Guadalajara, et puis c'est très, très, très artistique aussi. Vraiment, l'art est toujours mis en avant, les sculptures, les peintures, l'artisanat aussi. Donc, on va vous montrer tout ça, puisque ça a vraiment un rapport avec nous, avec la peinture, avec l'art. Voilà. Et donc, c'est ça. Ben, alors, juste avant de commencer à répondre à vous, combien il y en a? 16 questions, je pense? 17 questions. Je les ai pas toutes prises en plus, hein? Il y en avait pas mal. Il y en avait pour 2 semaines. Hein. Oui, c'est ça. Juste un petit rappel, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas proposé, celui-là. Ce fameux e-book 16 trucs et astuces d'artistes peintres. Donc, si vous voulez obtenir ce e-book gratuitement, cliquez sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, 16 trucs et astuces d'artistes. Voilà, c'est un e-book qu'on a fait il y a un petit moment, mais on l'avait un peu oublié. Alors, voilà, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, ça sera l'occasion de le faire. Oui. Profitez-en. Mais c'est des beaux cadeaux, hein, qui ont des e-books. Tu en attendais plusieurs, là. Écoute, juste parce qu'on est là, on est des cadeaux, nous aussi. Hein. Non. Des fois, t'es pas un cadeau. Surtout quand ils gagnent aux cartes avec moi, là. Oh, je fais pas exprès. Hein. Ils gagnent à chaque fois. Chaque fois. Puis moi, là, je suis là, je suis une mauvaise humeur. C'est la chance. Oui, on en parlera. Ouais. OK, on va commencer parce qu'il y en a beaucoup. Oui. On va commencer sur la vidéo tuto facile pour peindre un oiseau à l'acrylique. Oui. C'est des questions. Oui. On commence par Janine Césaire. Bonjour Janine.
Je voudrais poser une question hors sujet par rapport au thème d'aujourd'hui. Je suis en train de peindre un portrait à l'huile. Je cherche je cherche à obtenir un aspect lisse et uniforme entre les ombres et les parties plus claires et je n'y arrive pas, même en utilisant un pinceau éventail. Pour les ombres, j'utilise de la terre d'ombre brûlée, mais je la trouve très difficile à maîtriser. Elle donne toujours plus ou moins un aspect boueux. Il y a toujours une démarcation tranchée entre la partie ombrée et la partie claire. Ça donne un mélange d'ocre jaune et de blanc. Oui, bon, c'est ça. Alors, si vous avez du mal à faire vos transitions de peinture dans un portrait, à ne pas voir ces transitions, justement, à les adoucir vraiment, d'abord, ben, c'est qu'il faudrait utiliser plus de peinture sur la toile pour qu'elle puisse bouger. C'est sûrement parce que je pense que vous ne mettez pas assez de peinture. On parle donc en peinture à l'huile, donc ça n'a pas le temps de sécher. Je mets une couleur ici, je mets une couleur là, et avec mon pinceau éventail, attention, éventail en soie de porc, pour que ce soit un poil assez rigide, on va pouvoir faire passer la peinture d'un endroit à l'autre, la faire vraiment se croiser, se mélanger sur la toile, et pour ce faire, il faut vraiment que la peinture puisse bouger, donc il faut qu'il y en ait assez. Ça, c'est important. Assez de peinture, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit très liquide non plus, attention. Après ça, au niveau de la terre d'ombre brûlée, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un aspect boueux. Oui, ben, c'est une terre. Toutes les peintures terre d'ombre brûlée, sienne brûlée, ombre naturelle, l'ocre jaune, les jaunes de Naples, toutes ces terres-là, si on les utilise pour faire des portraits, faire de la peau, souvent ça a ce côté terreux et boueux. Donc moi, je préfère utiliser les couleurs primaires, jaune, rouge, blanc et bleu. Donc n'importe quel jaune, n'importe quel rouge, ça devrait fonctionner. Un tout petit peu de bleu et du blanc. Parce que c'est des petites quantités qu'on va faire des mélanges pour obtenir la couleur souhaitée. On ne veut pas du rose, on ne veut pas de l'orange. On veut une couleur peau. C'est près. Et la couleur peau, c'est quand même... C'est assez gris, c'est un gris coloré. Oui, c'est vrai, on pense tout le temps que c'est comme rose, on est rosé. Non. Ben là, c'est sûr que nous, on a le teint, là. Mais oui. D'habitude, non, c'est pas comme ça. Non, c'est vraiment... donc, il faut bâtir la couleur à partir de nos trois couleurs primaires, on va dire. Et c'est beaucoup mieux, ça ne sera pas terreux parce qu'on n'aura pas utilisé justement les terres. Puis Janine, vous devriez le faire petit peu par petit peu. Toujours. Oui, parce que si vous allez mettre une grosse quantité, puis là, on rajoute, là, c'est là ça devient boueux aussi, puis on ne réussit pas. Oui, c'est ça. OK, on va continuer avec cuisine avec Yaline. Bonjour Yaline. Cuisine avec Yaline. Je pense qu'elle fait de la popote, elle. Ah oui. Non, on l'a déjà eu, il me semble. C'était comme... J'ai faim. Oui, hein? Oui. OK, elle dit bonjour René. Puis-je vous demander sur quel site prenez-vous les photos libres de droit et gratuites pour les reproduire en dessin? Car je ne veux pas de problème et je ne sais pas sur quel site on peut les prendre pour les dessiner et les vendre. Et paraît-il que sur ces sites, on n'a pas le droit de les dessiner pour les commercialiser, juste pour les mettre sur nos sites, blogs, réseaux sociaux, mais pas pour les dessiner en vue de les vendre. Est-ce que c'est vrai? Oui, ben en fait, lorsque je n'utilise pas mes propres photos pour faire des tableaux, comme sujet, c'est vraiment rare. D'habitude, c'est toujours mes photos, mais des fois, spécifiquement, j'ai besoin de quelque chose. Là, je vais aller le chercher. Moi, j'utilise Shutterstock. Donc, je paye. C'est pas gratuit, je paye. Admettons, j'ai un certain montant, puis j'ai 10 images par année. Puis si j'ai consommé mes 10 images, ben, je repaye encore le montant. Mais j'ai une année pour prendre mes 10 images, par exemple. Voilà. Ouais, mais c'est rare hein, qu'on en prend des fois, peut-être plus pour faire des montages vidéo, des choses comme ça, d'Halloween ou tout, que pour faire des tableaux. Mais si besoin, je peux prendre là. Il y a un autre site qui s'appelle aussi, il y a Evento Element. Je pense que c'est lui qui est meilleur. Envato Element, oui. Qui propose aussi des images et du son. Et il y en a un autre aussi, c'est Argent, A-R-J-A-N, Argent. Je ne sais plus quoi. Mais je pense qu'eux, ils ont été intégrés par une autre plateforme aussi. Voilà, mais ça, c'est pour trouver des images. Mais après ça,
effectivement, on ne peut pas les utiliser pour faire n'importe quoi avec. Bon, je suis allé sur un site explicite, là, vraiment, pour avoir des images libres de droit. On nous a libéré les droits, mais sous certaines conditions. Et pour chaque image, il y a ce qu'on appelle une licence qui va vous dire, bon, ben, si vous avez le droit de vendre des produits à partir de ces images ou quoi, si vous avez le droit de les modifier, etc., etc. Donc, c'est vraiment, si on ne veut pas avoir de problème, on va suivre toutes ces démarches-là et on n'aura pas de problème. Maintenant, c'est sûr que si vous achetez une image, même l'acheter, hein, je paye une image, et qu'après je m'en sers juste pour la revendre, mettons, faire des posters, ou là, non, c'est pas... Mais c'est comme quand on était à Disney, hein, tu te rappelles? Oui, oui, on oui. On avait parlé de ça aussi. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup faire les dessins de Disney. Je pourrais en faire des gros, puis tout, puis les vendre, mais non, j'ai pas le droit. C'est ça, tu n'as pas le droit parce que, attention, n'oublions pas que les personnages de Disney, ce sont des créations. C'est pas un personnage que tu prends en photo, là. Non. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une création qui a été faite. Oui, à moins, comme tu me disais l'autre fois, on le modifie, vraiment. Non, même pas. Non, tu n'as pas le droit. Non? Simplement que tu pourrais utiliser le style de Disney sur un personnage à toi. Sur ton animal à toi ou autre. C'est juste le style. Ah ben, je vais faire. Voilà. Je vais te faire. Tu peux me faire moi dans le style de Disney. Tu aurais le droit parce que le style n'est pas protégé. Voilà. Mais donc, ces images-là, voilà, si vous prenez une photo pour en faire un puzzle et le revendre, vous ne pouvez pas parce que vous avez revendu la photo sous une autre forme. Maintenant, vous prenez la photo pour vous en servir comme un modèle pour faire un tableau ou une peinture. C'est pas la même chose parce qu'il y a quand même votre création qui vient par-dessus. Comment je prends la photo pour montrer comment on peint. Tu sais, je fais un cours à partir de cette photo-là. C'est pas non plus la même chose que de revendre la photo. Voilà. Fait qu'on va continuer avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Il dit on est à l'époque du recyclage. Ça, oui, bon, okay? Oui. Quand tu vois toutes les couleurs qu'ils mettent sur les bouteilles et autres, est-ce qu'on a le droit de faire une toile avec? J'ai pas compris, J'ai pas compris. Est-ce que vous voulez dire que vous récupérez des bouteilles pour peindre par-dessus? Ou est-ce que vous voulez récupérer des bouteilles pour les représenter en peinture? Par exemple, on pourrait faire un tableau qui représenterait tout plein de bouteilles vides. Une bouteille de Coca-Cola, c'est rouge, une bouteille de Pepsi, c'est bleu, etc., etc. Faire une nature morte avec ça, oui, on pourrait le faire. Maintenant, sinon, c'était quoi la question? Attends. Excuse-moi, là. A-t-on le droit de faire une toile avec? Sûrement que oui. Moi, j'ai déjà fait une peinture avec une canette de Coca-Cola et puis des pop-corn à côté, là. Ah ben oui. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Je pense pas que... Tu sais, c'est comme si vous avez une affiche dans la rue, Pastis 51, hein, devant une boutique, un bar ou autre, vous faites le paysage de la rue, vous pouvez faire l'annonce quand même, là, tu sais, c'est quand même assez bien diffusé. Oui, je pense bien. Oui. On continue avec Jean-Louis Baquet. Jean-Louis. Il va m'en vouloir. Il va te le dire. Il va me le dire. Puis en plus, il m'en veut. Hein. Il y a 2 grosses questions. Bonjour Jean-Louis. 4-5. Bonjour Jean-Louis. Il dit, je reviens sur les mélanges pour la couleur de peau. Pendant longtemps, je me suis perdue dans les mélanges de couleurs. Oui. Et je commettais l'erreur d'utiliser effectivement les couleurs de terre. Et voilà. Puis, j'ai découvert la palette de Zorn. Oui. Composée d'un rouge de cadmium clair ou écarlate, d'un ocre jaune, d'un blanc de titane et d'un noir ivoire. Je me suis aperçu que l'on pouvait réaliser à partir de cette palette une quantité considérable de gamme de couleurs harmonieuses. Oui. Je sais que René a déjà abordé ce sujet, mais pensez que c'est la palette idéale pour le portrait? Palette idéale pour le portrait? Non, pas spécifiquement celle-là, mais oui, c'est une bonne palette pour le portrait, effectivement. Mais oui, il y a de l'ocre jaune, donc c'est un terre quand même. Mais c'est un terre qui a quand même sa vivacité. C'est un ocre jaune avec du rouge, ça fait quand même assez orangé. C'est ça la palette Zorn, donc ce sont ces 3 couleurs-là, bien sûr du blanc, le noir, le rouge, le jaune.
Et Zorn, il a lui-même aussi, à un moment donné, commencé à intégrer à sa palette un peu de bleu. Ça, c'est surtout pour les paysages, pour obtenir des verts. Parce que sinon, l'ocre jaune et le noir nous donnent un vert qui n'est pas assez fort. Pour les paysages, on peut donc introduire un petit peu de bleu. Et on pourrait très bien introduire aussi un petit peu de bleu pour les portraits. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir des zones plus mauves aussi dans des portraits, en fonction des reflets, des éclairages qu'il y a autour de nous, tout ça. Et sans le bleu, on ne pourrait pas aller chercher vraiment ces teintes mauves un petit peu. Parce que le noir, il n'est pas du tout bleuté. Il fait vert avec du jaune, mais il n'est pas vraiment bleuté. Donc avec le rouge, lui, il ne fera pas violet, par exemple, vous voyez, pas mauve. Donc, mais est-ce que c'est la palette idéale? Moi, je dirais non. La palette idéale, moi, je dirais, celle qui nous permet d'en faire le plus possible, c'est les 3 couleurs primaires et le blanc. On peut rajouter le noir, on peut rajouter d'autres couleurs, et on va se retrouver finalement, regardez, on rajoute un peu d'ocre, on a la Zorn, plus le bleu finalement, hein, c'est ça. Donc, ça va toujours dépendre de ce qu'on veut faire. Nos modèles, tout ça, si on veut avoir des visages, des portraits plus vifs ou autres. Ce que je voulais dire aussi, je me rappelle plus, ça m'est sorti. Pardon. La palette Zorn, hein, on parle de ça? Oui. Ouais. J'ai un trou, là, ça y est. C'est l'âge. J'étais parti sur quelque chose, j'ai voulu revenir, puis je ne peux plus revenir. Ça, c'est qu'on a trop pris de tequila, je pense, toujours. Hein. Ah, ben, parle pour toi. Oui. Et on a des petits... Non, mais c'est ça, le portrait. Alors, la palette Zorn, voilà, ça me revient. La palette Zorn, pour le portrait, ben, ça va nous permettre d'avoir un portrait avec une belle harmonie colorée dedans. C'est l'harmonie qui est belle parce que c'est pas justement trop multicolore. Et on se retrouve vraiment avec des teintes vraiment un peu plus comme on voyait les portraits d'époque aussi de Rembrandt et tout ça. Alors, on va parler de Rembrandt un petit peu plus loin encore. Oui. Ouais. OK, il continue, il dit pour encadrer une œuvre, ça c'est quelque chose d'autre. Oui. Okay. Pour encadrer une œuvre sur carton toilé, sur panneau de bois ou autre, René préconise, c'est ça, excuse, oui, d'utiliser des pointes tête homme. Oui. Planté quasiment à l'horizontale dans le cadre ou à la Marie-Louise. Oui. Cette méthode présente le risque de planter de travers et de traverser pour là, il m'en veut, là. Oui, c'est la ponctuation, s'il vous plaît. Amatephilie yourselfer. Ah, cette méthode présente le risque de planter à travers pour Amatephilie ou ça. Non, ça c'est peut-être qu'il a dicté ou quelque chose comme ça. Ah, OK. Ben, il marque en parenthèse pour les bricoleurs amateurs. Ah, alors peut-être. Alors, Amatephilie yourselfer. Ouais. Je ne connais pas. OK. Il dit l'utilisation de tournettes n'est-elle pas plus sécure? Les tournettes. Oui. En outre, il suffit de faire pivoter les tournettes pour changer l'œuvre sans abîmer le cadre. Oui, mais les tournettes, c'est un peu ce qu'on a surtout en arrière des cadres photos. Vous avez la photo dans un cadre, et puis en arrière, il y a un carton noir, et puis vous avez les petites tournettes qu'on fait bouger d'un côté de l'autre pour retirer le carton, pour mettre notre photo, parce que quand on l'achète, il n'y a pas la photo. On met la photo, on met le carton, puis on refait tourner les tournettes. Et effectivement, oui, ça serait bien ça, des tournettes. Ça serait mieux que mes petites pointes. J'y avais pas pensé, ou bien j'en avais pas à la maison. Voilà. Mais oui, ça serait mieux. C'est facile à installer? Oui. Ah oui, tu rentres dans un puis dans l'autre. Non, mais ça, il faut sûrement la visser d'abord, puis ça vient tenir ta photo, puis tu peux la faire tourner pour la déplacer. OK. On va continuer avec un adage. Bonjour Nadège. J'ai une petite question. Oui. Petite. Heureusement, parce que les autres, elles étaient grandes. Hein? Oui. Est-ce qu'il faut absolument vernir une peinture acrylique? Et est-ce que ça amoindrit sa valeur et sa finition si ça n'est pas fait? On n'est pas obligé de vernir une peinture acrylique ni une peinture à l'huile. Il n'y a aucune obligation du tout. Alors, est-ce que ça amoindrit sa valeur? Non plus. Non. Vous savez, la peinture acrylique, c'est du polymère, c'est une matière plastique. Et le vernis, si je prends du vernis acrylique Liquitex mat ou brillant ou super brillant ou que je l'applique au pinceau comme ça, ben, ça n'est rien d'autre aussi que de la matière, comme j'ai dit, du polymère. C'est aussi du polymère transparent, donc ça va appliquer une couche supérieure, comme si c'était de la peinture, mais sans pigment un petit peu. Donc,
Il n'y a pas vraiment de différence, sinon que peut-être ça va égaliser la brillance, ça va peut-être nous faciliter un peu le nettoyage de l'œuvre. Il n'y a pas de... D'ailleurs, n'importe qui peut acheter un tableau, puis pourquoi pas le vernir lui-même s'il le souhaite. Hein. Mais ça n'enlève pas de valeur à l'œuvre, non, non, non. Non. Excusez. On continue avec Nelly, la voyageuse. Bonjour Nelly, la voyageuse. Elle dit « Je suis intéressée par une comparaison entre la peinture à l'huile de halo, Cobra, oui, et la peinture à l'huile traditionnelle. Et une autre entre Cobra utilisée avec le médium de séchage rapide, Cobra, et la peinture alkyd. Quelle différence de sensation, de temps de séchage et de brillance? » Alors, bon, la peinture à l'huile Cobra, moi j'en ai pas beaucoup utilisé. Je me souviens qu'elle était beaucoup plus souple et moins pâteuse, moins épaisse que ma peinture à l'huile Gamblin, que j'utilise d'habitude. Okay. Maintenant, j'ai déjà eu des tubes de Rembrandt aussi souples parce qu'ils étaient pleins d'huile. Ça va dépendre depuis combien de temps on a le tube, combien d'huile il y a dedans, etc. Donc, on ne peut pas le dire d'une manière, on va dire, précise, parce que d'une manière générale, on peut parler d'une manière générale, je pense que c'est pas mal similaire l'huile et la Cobra et l'huile soluble à l'eau, avec peut-être quand même un petit peu plus de souplesse dans la peinture à l'huile soluble à l'eau. Au niveau de la question, c'était quoi la question? Est-ce qu'on doit... Quelle différence de sensation, le temps de séchage et de brillance? Temps de séchage, c'est pareil normalement. Peinture à l'huile soluble à l'eau ou non, c'est le même temps de séchage. C'est la même chose, même apparence, c'est pas mal pareil. Après ça, le médium à séchage rapide de Cobra, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, je ne sais pas comment ça sèche vite. Est-ce qu'il y a de l'alkyd dedans? Je ne sais pas. Et l'autre, c'était l'utilisation du liquin, je pense, ou de l'alkyd. Hein? Ouais. Et la peinture alkyd. Cobra utilisé le médium à séchage rapide Cobra et la peinture alkyd, ou le médium alkyd peut-être, je pense. Moi, je sais que la peinture alkyd, ça sèche très vite. Très vite. Le médium alkyd sèche très vite. Cobra, ça sèche pas vite. En fait, c'est comme de la peinture à l'huile normale. Le séchage n'est pas accéléré. Maintenant, c'est à vous de faire vos tests avec de l'alkyd ou le médium à séchage rapide, de voir c'est quoi la différence entre les deux. Parce que des fois, il y a écrit médium à séchage rapide, puis ça va prendre 4-5 jours au lieu de 7 ou 8. Hein. Alors que l'alkyd, c'est sec demain. C'est très rapide l'alkyd, très rapide. Après, c'est une question aussi de quantité, combien de médium on met, combien de peinture. Ça aussi, ça peut varier. Ça varie aussi avec la température, l'humidité, la température surtout, parce que l'alkyd va sécher plus vite quand c'est plus chaud. C'est-à-dire, si vous mettez un endroit sec mais frais, l'alkyd va sécher moins vite qu'une peinture, on va dire, qui n'a pas d'alkyd, et qu'on va mettre en endroit sec. Parce que la peinture à l'huile va s'oxyder, la chaleur ne fera rien, ça ne va pas changer, mais il faut que ce soit sec. La peinture alkyd va s'évaporer plus si c'est chaud, vraiment plus si c'est chaud que si c'est frais et sec. Ça va plus s'évaporer, plus sécher à la chaleur humide qu'à la fraîcheur sèche. Ça, je m'en suis aperçu, tu sais, c'est des expériences que j'ai vécues avec mes peintures alkyd, là, et leur temps de séchage. Tu finis avec le séchage? Chez Sage. Séchage. Ouais. OK, on va continuer avec Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Orphée. Elle a 2 questions. Oh non. Ah oui. Sa première. Oui. Le triangle de Rembrandt. Oui. Est-il une caractéristique d'une lumière qui entre obligatoirement par une petite fenêtre à une certaine hauteur? La deuxième? Ce triangle s'applique-t-il seulement sur les portraits? OK. Alors, la première question, non, le triangle de Rembrandt, c'est, on va dire, une sorte d'éclairage très connu en photographie. En fait, c'est une technique photographique qu'on va générer avec un projecteur placé à un certain endroit. Okay. Vous avez un projecteur ici, il vous éclaire le côté du visage, et l'ombre du nez va se reporter sur le côté gauche, et il va nous rester à la pommette ici une lumière en forme de triangle.
Mais si on tourne un peu la tête, ça marche plus. Là, tu sais, c'est vraiment à un certain degré. Donc, c'est pas une fenêtre, hein, parce que la fenêtre, c'est un éclairage diffus. Il faut que ce soit un éclairage non diffus, c'est-à-dire concentré. Voilà, très concentré. Donc, un projecteur de photographe, on va dire, tu sais, limité dans la grosseur, tout ça, dans le diamètre. Pas de diffuseur, il faut que ce soit assez fort. Et que ça parte de la bonne hauteur, de la bonne distance, pas trop sur le côté, pas trop devant, juste où il faut. Et là, le triangle va apparaître. C'est ça le triangle de... non, de Rembrandt. L'autre technique aussi, c'est le papillon, l'éclairage en papillon. Alors là, les lumières sont en haut, puis on a en bas l'ombre du nez qui fait comme une forme de papillon aussi. Ce sont des techniques d'éclairage, vraiment de lumière. Alors, est-ce que ça s'applique qu'au portrait? Oui. Oui, parce que ça prend un nez. S'il n'y a pas le nez, on n'aura pas le triangle. Ah. Voilà. Donc, si vous faites le portrait de quelqu'un qui n'a pas de nez, ça ne marchera pas. OK, voilà. On va continuer avec Antonine Corallo. Bonjour Antonine. René. Oui. Si on veut peindre avec de la peinture, l'huile soluble à l'eau, d'accord. Peut-on toujours appliquer une couche de fond, puis une première couche, puis une seconde, sans se soucier du principe du gras sur maigre? Non, il faut s'occuper du gras sur maigre avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. C'est pas parce qu'elle est soluble à l'eau qu'elle n'est pas une peinture à l'huile et qu'elle ne va pas sécher lentement dans le temps par oxydation. C'est pareil qu'une peinture normale, c'est juste qu'il y a un petit additif qui a été mis dans la peinture qui va permettre de laver les pinceaux avec de l'eau, qui va permettre de dissoudre un petit peu la peinture avec de l'eau. Ça va se mélanger, ça va se mixer, ça va s'émulsifier sans problème. Ça va produire des craquelures? Ben, c'est sûr, si on ne respecte pas le gras sur maigre, ça risque de générer des craquelures et la peinture, effectivement, pourrait craquer. Donc, il faut respecter le gras sur maigre, surtout si vous travaillez, comme vous dites, avec 3 couches. Tu sais, on n'est pas obligé de faire 3 couches. Je pourrais très bien peindre à la prima tout de suite, en une seule couche, pas, en plusieurs couches, mais dans la même séance où je n'ai pas laissé sécher entre les couches, et donc je n'ai pas vraiment ce souci de gras sur maigre non plus. Hein, on pourrait très bien peindre comme ça, directement avec la peinture pure, peut-être un peu diluée la première, la deuxième, pas du tout, on y va épais, mais ça va se mélanger parce que l'autre en dessous n'est pas sèche. Et voilà. Tu es encore sèche. À toi, Linda. Ah oui, t'es sûr? Oui, vas-y. T'as-tu soif? Oh, j'ai soif beaucoup, oui. Mon mari, c'est une machine à parole. OK, on va continuer avec Suzanne Lessard. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Excusez, elle a 2 questions. Ça a le goût du bonbon. Mais oui, c'est au coulet. 2 questions. Oui, 2 questions, OK. Ouais. J'aimerais savoir si je peux utiliser le médium d'empattement ou le gel de structure Liquitex avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Non. Liquitex, les produits Liquitex, c'est pour l'acrylique. Acrylique, pas peinture à l'huile, même si elle est soluble à l'eau. Moi, je ne le ferai pas parce que ça sèche très vite, c'est de l'acrylique. Peinture à l'huile soluble à l'eau, ça sèche très lentement, c'est la peinture à l'huile. J'ai pas eu une certitude absolue parce que j'ai jamais essayé, j'ai jamais osé, mais moi je le ferai pas, non. Ouais, puis elle a répondu, sa deuxième question t'a répondu, les médiums Liquitex sont-ils uniquement destinés à la peinture à l'acrylique? Oui. Oui, mais elle dit que c'est un petit peu ambigu pour elle parce que si oui, pouvez-vous me dire exactement quel médium utiliser avec l'huile à part le médium Lucas, car il sent beaucoup trop fort. Oui, ben c'est sûr, Lucas, c'est celui que j'utilise aussi pour peindre au couteau, il sent très fort, effectivement. Ouais. Mais vous avez tous les autres médiums d'empattement ou médiums de structure pour la peinture à l'huile. PBO en fait, toutes les marques de peinture à l'huile en fabriquent. Hein. Ça s'achète en tube. Médium d'empattement, c'est écrit dessus normalement. Ou gel de structure, ça peut être écrit aussi, gel de structure. Voilà, c'est tout. Il y en a dans toutes les marques, oui, oui, oui. En tube. Alors, des petits tubes, des gros tubes, des moyens tubes. Ça fait penser à une chanson. Oui. Le poinçonneur des lilas, mais c'est pas grave. Okay. Okay. On continue sur la vidéo de 15 minutes pour peindre un coucher de soleil. Hey,
Ça, là, j'ai eu du plaisir à te filmer. Alors, je vais juste faire, par rapport à cette vidéo-là, une petite remarque, parce que j'ai eu quelques commentaires sur YouTube à ce sujet-là. Quelqu'un qui disait, ouais, comment ça se fait, tu fais ton coucher de soleil, après le coucher de soleil, normalement, tu arrives dans l'obscurité, tout ça, mais là, il fait encore jour et tout. Voilà. Les caméras étaient réglées en mode automatique pour justement pas tomber dans l'obscurité, dans le noir. Et les caméras, vous savez, elles compensent. Hein. Alors, le ciel s'obscurcissait, il faisait presque nuit, c'était sombre, mais la caméra ramenait de la lumière et de l'éclairage. Alors, on a l'impression, quand j'ai fini, on a l'impression qu'il fait encore jour, là. Non, puis les couleurs aussi, les couleurs que vous voyez à la caméra, les couleurs du paysage, n'étaient pas du tout les couleurs que j'avais sous les yeux, vraiment. Mais ça a été une drôle d'expérience aussi, parce que on regarde le soleil, fait qu'après, quand j'ai fini, je ne voyais plus rien. Hein. On est constamment ébloui par le soleil. On est en mode, je vois cette belle lumière là-bas, mais je vois plus ma toile, je vois plus ma palette, parce que tout est sombre, tout devient comme un contre-jour. J'ai vraiment du mal à évaluer les autres choses, sinon bien voir ce que j'ai sous les yeux. Et donc, il peut y avoir des grosses différences entre ce qu'on voit à l'écran de la caméra, ce que moi j'avais sous les yeux vraiment. Et pareil, après moi j'ai une différence entre ce que je vois vraiment, puis ma palette, ma toile, sans parler de l'éblouissement, c'est vraiment spécial, ouais. Mais je me suis régalé, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je le referai là. Vous ne l'avez pas entendu, je suis allée tout le temps. C'est pas vrai. OK, c'est Nadette Guyard qui va poser une question. Bonjour Nadette. Bonjour Nadette. Elle dit beau challenge. C'était-tu à l'huile? Oui, c'était à l'huile. Oui. Oui, surtout à l'extérieur. Oui. Elle dit, sous ces latitudes, la nuit tombe très vite et avec la chaleur. La peinture doit vite sécher. Oui, ben non, mais ça, c'était à l'huile, mais à l'alkyd quand même. Hein. Ouais. Donc oui, j'avais fait ma couche de fond, j'avais préparé mes couleurs à l'avance, en me disant, quand il y aura le coucher de soleil, ça devrait être ces couleurs-là. Et donc, ça a eu le temps de sécher parce que c'était très dilué, juste avec du peinture pas alkyd, alcali, magambline, plus de l'essence de térébenthine, ça a séché quasiment complètement. Au moment où j'ai embarqué dessus, que le soleil est arrivé à la bonne hauteur, et puis là, les couleurs étaient complètement différentes, il a fallu que je retravaille tout. Ouais. Fait qu'on va continuer avec Sirma. Bonjour Sirma. Elle dit bonjour et bravo pour ce magnifique tableau. Merci beaucoup. Comment dois-je faire pour éclaircir les ombres et avec quelle couleur? En tout cas, cela ne peut que nous encourager à peindre sur le motif. Ouais. Quand on veut éclaircir des ombres en peinture, il faut éviter le blanc. Éviter le blanc parce que ça va rendre votre couleur d'ombre trop grise ou autre. Quand j'ai évité le blanc, de le mélanger à la couleur de l'ombre. Ça, vous faites votre couleur de l'ombre. Hein, c'est trop foncé, vous voulez éclaircir, ne mettez pas du blanc, mais allez-y, essayez d'éclaircir toujours avec des couleurs. Des couleurs plus pâles que ce que vous avez mis. Par exemple, un marron, vous l'éclaircissez avec de l'orange. C'est sûr que si c'est du bleu, bon, ben, les bleus plus pâles, généralement, ils ont un peu de blanc dedans. C'est peut-être même un petit peu l'exception, mais évitez que ça fasse trop pâle, de gris pâle. C'est ça, les ombres ne sont pas tellement belles. Il vaut mieux les colorer toujours. Mais alors c'est ça, chaque ombre a sa couleur, donc chaque ombre peut être éclaircie différemment, ça dépend du support, le sujet lui-même, l'ombre propre. Est-ce que c'est un mur blanc qui est à l'ombre? Est-ce que c'est un mur de briques rouge? Est-ce que c'est un tronc d'arbre, une coque de bateau? Quelque chose de coloré, une coque bleue de bateau? Alors l'ombre, vous voyez, ça sera chaque cas très particulier, mais il vaut mieux éviter d'utiliser le blanc pour ne pas tomber dans des gris. Des gris qui finalement se trouvent, c'est un manque de couleur qu'on va se retrouver sur la toile. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Une petite question. Oui. Mais elle a 1, 2, 3, 4. Oui, il y a beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de lignes. Je ne sais pas si ça aurait été une grande question que ça aurait été. Oh là là, 3 pages. Elle dit le site New Wave Fine Art Product. Oui. Excusez, là, je ne suis pas bonne en anglais. New Wave Fine Art Products. Ouais, yeah. Recommande les plaques de verre polies, donc la couleur grise, à rajouter dans la palette au couvercle bleu de Masterson. Oui. Mais ils écrivent que l'on peut s'en servir aussi bien pour l'huile que pour l'acrylique, afin de garder les couleurs fraîches plusieurs jours. Oui.
Normalement, il faut utiliser pour l'acrylique l'éponge et la feuille Masterson. Oui, Qu'en penses-tu? oui. J'ai un doute sur cette technique de la plaque de verre pour ce médium. Par contre, si c'était possible, cela éviterait à chaque fois toute la partie, de préparation de la palette, d'économiser, d'avoir moins de déchets et de plus, cela permettrait d'avoir une palette grise. Ce qui n'est pas le cas avec le papier Masterson qui ne propose que le blanc. Oui. Alors, la palette Masterson, Stay Wet Palette, ou il y a la Stay Wet Palette aussi, je pense aux gens des Beaux-Arts, mais Stay Wet Palette de Masterson, qui est composée normalement d'une boîte en plastique, un couvercle, et à l'intérieur, on met une éponge mouillée et un papier spécial, vraiment un papier spécial qui a été trempé 10 minutes dans l'eau bouillante. Et donc là-dessus, on va pouvoir conserver notre peinture acrylique pendant toute la séance, sans qu'elle sèche. Quand on a fini, on ferme la boîte, on peut la mettre quelque part et on va la garder fraîche pendant plusieurs jours. On peut ouvrir la boîte et s'en resservir. 3 jours après, on peut peindre encore à l'acrylique. Pardon. Elle n'a pas séché, voilà. Et donc, le site New Wave Fine Art Products propose une vitre qui est grise en dessous, donc une vitre grise, donc neutre, qu'on va mettre dans cette boîte-là, la Masterson. On ne met plus le papier et on ne met plus l'éponge. Et ils disent que la peinture acrylique va rester fraîche quand même pendant plusieurs jours si on ferme la boîte de manière étanche, parce que la boîte est étanche normalement. Alors, faut l'essayer. Moi, j'ai un doute. Je pense que, voilà, il y a j'ai deux visions. Là. La première, c'est que s'il n'y a pas la palette, s'il n'y a pas l'éponge et la palette en papier spécial, l'humidité ne se transmettra pas à la peinture, donc elle va rester fraîche moins longtemps. Elle va sécher. Sauf que, lorsqu'on utilise le système complet avec l'éponge et le papier mouillé, au bout de 2 jours, je trouvais que ma peinture était comme trop mouillée par l'eau et qu'elle devenait trop liquide, trop transparente et qu'elle perdait donc toute sa viscosité. Je ne pouvais plus peindre avec, sinon faire un fond de toile. Alors peut-être que New Wave Fine Art Products, ils ont réglé ce problème en faisant comme un entre les deux, un intermédiaire. C'est-à-dire que je n'ai pas cette quantité d'eau qui va rendre la peinture trop liquide et trop transparente, mais j'ai quand même une boîte étanche qui va me conserver la peinture utilisable, fraîche, peut-être, moins longtemps, mais que, je ne sais pas, je serais bien curieux de l'essayer. Je pense que quand on va rentrer au Québec, je vais m'en acheter une et je vais faire les tests. Ça va peut-être être la solution vraiment idéale, peut-être, à ce problème-là, que soit on ne le met pas dans la boîte et ça sèche trop vite, soit on le met dans la boîte avec l'eau et l'éponge, c'est trop humide. J'aimerais bien l'essayer. Mais quand même, c'est bien d'avoir fait cette palette en vitre. C'est de la vitre facile à nettoyer. D'ailleurs, ils disent que la peinture acrylique va se décoller toute seule lorsqu'elle est sèche. Il y a le gris qui est déjà là. C'est vraiment pratique. Après ça, il faut voir sa solidité. C'est du verre trempé quand même. Son poids aussi. Parce que si on voyage avec, si on peint sur le motif, qu'on va les peindre à droite à gauche, comme cet été au mois d'août, c'est ça? Non, oui, au mois de juillet. En juillet, on va les peindre à bel oeil dehors. Et ça, on va vous annoncer où ce qu'on va être, moi puis René. Et j'ai prévu de peindre à l'acrylique. Oui. C'est vrai, hein? C'est vrai. Faites-nous penser, hein? Ouais, faites-nous penser. En juillet, on va vous dire où on sera. C'est le 8 juillet, c'est un dimanche. Oui. Oui, c'est ça, c'est un dimanche. Ben, c'est un rendez-vous de plusieurs peintres comme ça, et puis on sera là. Ben, si vous voulez venir nous dire coucou, on va venir nous embêter un petit peu, nous enquiquiner, là. Hein? Ça, alors, comme c'est en juillet, c'est l'été, alors les Français, les Belges, les Suisses, vous pouvez venir, on sera en vacances. Hein? Ben oui, prenez l'avion puis venez pour une journée. Ah, pas la journée, mais c'est le temps. Ça sera le bon moment pour venir passer une semaine au Québec, ou 10 jours. Ben oui. On vous fera des pizzas. C'est ça que je l'ai dit. Vous viendrez chez nous, puis on va faire une bonne batch de pizza. C'est vrai, hein? Je te dis. Hein? Elle y pense, là, ça, hein? Oui, yes. Oh mon Dieu, je suis en train de calculer les places qu'on a qui restent à la maison. OK, on continue avec Steve Roy. Bonjour Steve. Il dit très beau et très bien réussi. OK, le coucher de soleil. Oui. Merci beaucoup. On continue là-dessus. Il dit, quand vous faites de la peinture dans la nature, est-ce que vous le faites à l'huile ou à l'acrylique?
Ben, le plus souvent à l'huile, mais moi, le plus souvent à l'huile, mais je fais aussi de l'acrylique. Ça dépend des moments, ça dépend comment je file, comment je me sens, ce que j'ai envie de faire. Ça dépend aussi de la température, s'il fait vraiment très très chaud. Si c'est en bas de zéro, c'est obligatoirement de l'huile parce qu'on ne peut pas sortir l'acrylique si ça gèle. Mais plus souvent de l'huile, mais j'aime bien l'acrylique aussi, beaucoup, beaucoup, ouais. On continue avec Nadine Mayette. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Elle dit bonjour René. Est-ce que c'est la gouache acrylique dont vous avez parlé? Gouache acrylique, non. Je pense que là, on n'est plus sur la même vidéo. Je pense qu'elle parle de qu'on avait parlé. Je pense qu'on avait parlé de la gouache acrylique. J'avais dit que, je sais pas. Non, en tout cas, c'est pas de la gouache acrylique. Je l'ai encore jamais utilisée. Peut-être que ça c'est pris sur une vidéo où on a fait de la gouache, où j'ai fait de la gouache. Ah oui? Ça se peut? Ça se peut. Parce que j'en ai fait de la gouache au bord de mer, là, sur la plage. Donc, c'est où j'ai fait de la gouache? Je sais que j'en ai fait au Costa Rica, mais est-ce que j'en ai fait à Tchelem? Est-ce que j'en ai fait à... Je ne sais plus. Oui. OK, on va continuer avec Patricia. Bonjour Patricia. Avez-vous connaissance d'une édition limitée de peinture à l'huile de marque Gambling Renewed Earth Colors, fabriquée à partir de pigments récupérés dans les eaux tachées par le fer libéré des mines? J'ai vu un reportage sur cette peinture qui coûte très cher sur YouTube. Oui. J'ai trouvé intéressant la fabrication de cette peinture. Je me demandais les commentaires de René à ce sujet. Non, je la connais pas. Alors, je suis allé voir, suite à la question, je suis allé voir sur le site de Gambling, où ils appellent ça la Renewed Earth Colors, qui est fabriquée donc à partir du minerai de fer, des résidus de minerai, des mines de fer, qui se trouvent dans l'eau contaminée. Donc, ils décontaminent l'eau, et avec ces résidus-là, ils font la peinture, puisque de toute façon, c'est sûr que les pigments... il y a beaucoup de pigments de terre rouge qui sont faits à partir de fer. Mais alors pourquoi pas? Ça coûte cher. Ouais, ben c'est tout ce qui est, on va dire, récupération ou traitement des eaux salies, des eaux polluées, des eaux usées. C'est un peu comme les sables bitumineux en Alberta. Ça coûte très très cher, beaucoup plus cher que... Ça veut dire que toi puis moi, on est usagers, on vaut cher. On vaut cher parce que nous aussi, on contamine un peu, là. Oui. Non, mais c'est ça. Donc, je suis allé voir un petit peu, puis effectivement, donc c'est une entente que Gambling a eue avec ces mines de fer-là, et puis donc, ça leur permet de... c'est comme faire une bonne action pour la nature aussi en même temps, si on achète ces tubes-là. Voilà. C'est un petit coffret, hein, un petit coffret de 3 tubes dedans. Oui. On finit la 17e question. La 17e question. Ah, il s'appelle... Tu aurais dû enlever le nom. Oui, j'ai pas vu. Il s'appelle Nono. Excusez, j'ai pas ri de votre nom, mais c'est Nono. Bonjour Nono. OK, on continue. On finit avec Nono. On finit avec Nono. Aïe, aïe. Ne prenez plus des surnoms comme ça, là. Non, parce que là... OK. Mais bonjour, Nono. Bonjour, Nono. Bon. Il dit, je me suis mise au pastel à l'huile et j'ai acheté des Faber-Castell. Mais j'aimerais acheter d'autres couleurs qui me manquent. J'en ai 24. Peut-on acheter d'une autre marque, par exemple, les Van Gogh, et les mélanger avec? Bien sûr. Parce qu'en plus, ils n'en trouvent pas à l'unité. Oui, c'est un petit peu délicat, là, les pastels gras, pastels à l'huile, parce que selon on va dire, le liant qui est à l'intérieur, vous pouvez vous retrouver avec un pastel qui est beaucoup, beaucoup plus mou qu'un autre.
qui va vraiment plus se mélanger et l'autre non. Moi, je vous dirais, il faut faire des tests, il faut les essayer. Donc, si vous achetez, commencez par acheter, par exemple, une autre. On ne trouve pas l'unité, hein, c'est ça. Non, hein? non, c'est ça. Fait qu'il voudrait acheter, par exemple, des Van Gogh puis les mélanger avec le Faber-Castell. Il peut pas? Ouais, mais c'est ça. Mettons, supposons que le Van Gogh, il est vraiment, je sais pas moi, beaucoup plus mou, beaucoup plus souple. Mais c'est ça que j'ai. Et oui, mais on parle des pastels à l'huile, pas les pastels secs là. Ah, ok. C'est à l'huile. Oui, c'est pas Ok, pareil. pastel à l'huile, c'est pas la même chose, hein, Non, non, c'est non, ça. non. On sait que bon, les pastels à l'huile, c'est fait avec de la cire et ça ne séchera jamais, ok. Mais selon la quantité de pigments et la quantité de cire, la quantité de liant, vous risquez d'avoir des différences, ça, de consistance qui fait que ça peut être difficile à faire vos mélanges. Donc moi, moi, ça me dérangerait pas d'en acheter plusieurs, puis de l'essayer, de voir ce que ça va donner, mais c'est pas certain que ça va fonctionner comme vous le souhaiteriez au niveau de votre confort. Il faudrait demander ça à un spécialiste du pastel à l'huile. Et ça, je vous dis, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Non. Mais Honnêtement. sinon, il peut aller, je ne sais pas ce qu'ils ont acheté. Là. Faire des tests. Ouais, Oui. ouais. Parce que ça m'étonne qu'on ne les trouve pas à l'unité. Ah, les Faber-Castell ne sont pas à l'unité, c'est ça? C'est ça. OK. Les Van Gogh, oui? Oui, il y a des magasins où on les trouve quasiment tous à l'unité. Hein. Ouais, qui me manque, j'en ai 24. Plutôt acheter d'une marque, ouais. Mais 24, oui. déjà, c'est beaucoup. Mais ça dépend combien il en reste sur les 24, là, Ouais. des petits bouts. Des fois, après, on n'en a pas assez. Je pourrais pas vraiment vous renseigner là-dessus, mais moi, je ferai des tests. J'en achèterai un ou deux à l'unité de Van Gogh, puis je ferai des tests pour voir si ça va, si c'est la même consistance, si ça se mélange bien ou non. Non, mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini? Oui. Bon, ben, hey, je commençais à avoir soif, moi. Ah oui, tu as bu mon eau ici. Ben ouais, je vais être obligé de prendre la tequila. Hein? Ah oui, on a acheté de la tequila. Mais tout ça. Ah ben, vous allez voir ça, on va vous mettre tout de suite dans ce petit montage vidéo. Alors, j'ai mis un petit peu de commentaires, de la musique, et vous allez en apprendre un petit peu sur ce que nous avons vu, en plus d'avoir certaines belles images aussi. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi là-dessus, hein, sous la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le e-book à télécharger, les 16 trucs et astuces d'artistes. Et on se retrouve donc mercredi avec une vidéo spéciale ce mercredi. Et on se revoit samedi prochain si on a de l'Internet. Eh bien, oui. Il va falloir. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Le Mexique, c'est pas uniquement des plages de sable blanc avec une mer turquoise et des millions de touristes. Le Mexique, c'est aussi un immense pays avec de magnifiques régions à découvrir. On est en route pour Guadalajara et on vous montrera cette ville dans une prochaine vidéo. Le lendemain de notre arrivée, nous partons pour une journée de visite avec de charmants Mexicains. Ça branle. Nous arrivons à Los Tres Portillos, le ranch de Vicente Fernandez, qui a été pour les Mexicains aussi célèbre qu'Elvis Presley l'a été pour les Américains. La que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer, porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo, que me da la miel, porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder. Sur le site du ranch se trouve un restaurant et une boutique impressionnante par la quantité et la qualité des articles en relation avec la vie de l'artiste. Por eso te bendigo, bendita mujer. Notre visite se poursuit avec la visite d'une fabrique de tequila et une bonne séance de dégustation. La plus forte. Moi, pourquoi il ne faut pas venir en voiture ici? Non, sinon t'es plus capable de conduire. Too much. Non, non. Yeah. Yeah. Non, non, gracias. Ah, tu commences à plus savoir ce que tu dis là.
que no patee, ni mujer que no patee, ni hombre que no se las pida, ni hombre que no se las pida, ni mujer que no se las dé, ni mujer que no se las dé, porque mujer borracha, afloja la cucaracha, y al hombre borracho, se le cae lo macho, Salud. Salud. Alors on a dégusté plusieurs sortes de tequila selon on va dire le degré de la durée de vieillissement en tonneau, en fût. Et la première était bonne, c'était, je sais plus, je me rappelle, elle était blanche. Après ça, on a eu celle qui est restée 4 mois dans les fûts en vieillissement. Après, on a eu celle qui est restée 6 mois. Un an. Après trop long, on calcule la vie. Un an et demi, puis 4 ans. Puis on a bu d'autres choses, mais on ne s'en rappelle plus. On a goûté d'autres choses, c'était bon, c'était vraiment bon, mais je ne m'en rappelle plus. On est sorti de là, on était tous sucrés, le tour de la bouche, les mains sucrées, c'était bizarre. On en avait renversé, on ne savait pas où, là, c'était très étrange. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le lac de Chapala et la ville de Ajijic. Le lac de Chapala est le plus grand du Mexique et le 3e plus grand lac d'Amérique latine avec plus de 80 km de long. Ajijic est une petite ville de 11 500 habitants où, paraît-il, de nombreux étrangers s'installent pour y passer leur retraite. On y trouve de nombreuses murales et peintures jusque sur les troncs d'arbres. Et nous terminons notre visite par la ville de Chapala, toujours sur le bord du même lac. L'art est ici aussi très présent. La vue sur le lac est magnifique. Une promenade aménagée et fleurie vient encore embellir le paysage. De nombreux touristes mexicains viennent en famille pour s'y détendre et se promener en bateau sur le lac. C'est au cours d'une journée comme celle-là qu'on découvre et qu'on apprécie le plus le Mexique, sa culture et les Mexicains.